Lutte contre l'inflation, le taux de l'escompte, c'est-à-dire du loyer de l'argent, porté à 11%. C'est un record. La rente Pinet va être remboursée à 250 francs. Fin de l'exonération des droits de succession. Tout à l'heure, l'histoire de cette fameuse rente qui permettait une fraude légale. Monsieur Sérac, dans sa conférence de presse, les patrons n'oublient pas les questions sociales. À propos de l'affaire LIP, les salariés ne doivent pas supporter les risques financiers d'un échec. Après l'arrêt de l'immigration algérienne, si la sécurité de la main-d'œuvre algérienne en France n'est pas assurée, nous devrons rapatrier nos compatriotes, dit l'ambassadeur d'Algérie. Dimanche, élection cantonale. Ce soir, deuxième portrait, le conseiller général d'un arrondissement rural. Faut-il ou non poursuivre les greffes du cœur? Débat animé ce matin au Congrès français de chirurgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je crois que l'on peut dire ce soir que les décisions nouvelles et originales que le gouvernement a proposées dans le budget pour 1974 sont en général bien accueillies. L'importance des mesures pour une plus grande justice sociale a surpris. Je cite, par exemple, l'emprunt Pinet, exonéré des droits de succession, sera remboursé, moins d'impôts pour les bas revenus et les personnes âgées, les plus hautes rémunérations seront taxées à 48%, sensible augmentation des crédits pour les équipements collectifs, etc. Il s'agit donc d'un début important de réforme fiscale. N'oublions pas non plus que le gouvernement envisage d'instituer pour l'impôt sur le revenu la retenue à la source obligatoire à partir de 1978, comme cela se fait déjà dans de nombreux pays. Le gouvernement a montré également sa volonté d'enrayer l'inflation. La Banque de France a annoncé cet après-midi qu'elle portait son escompte au taux de 11% au lieu de 9,50%. C'est la première fois que ce niveau est atteint depuis la fin de la guerre. Nous ne sommes plus loin du record mondial du loyer de l'argent qui est de 11,50% en Grande-Bretagne. Voyons les conséquences de cette augmentation. Pratiquement, les banques vont avoir moins d'argent à prêter à leurs clients et être amenées à majorer une nouvelle fois leur taux d'intérêt. Déjà, depuis l'été, le loyer de l'argent a augmenté allègrement. Les entreprises qui payaient de 8 à 12% pour l'escompte des effets de commerce payent actuellement jusqu'à 14%. Pour les prêts personnels, les banques réclament aux particuliers jusqu'à 15,5%. Pour l'achat d'un logement, l'intérêt d'un prêt bancaire à 15 ans est passé de 12 à 14%. Ces taux vont, selon les professionnels de la banque, subir une nouvelle hausse dans les prochains jours. À noter en revanche que les achats à tempérament et les prêts au logement du crédit foncier ne sont pas concernés. Le crédit étant plus cher, entreprises et particuliers vont être incités à moins s'endetter et donc à moins dépenser. C'est un coup de frein à l'expansion de notre économie. Et c'est bien le vœu des pouvoirs publics. Pour M. Valéry Giscard d'Estaing, entre les deux dangers qui peuvent menacer notre économie, l'inflation et le chômage, c'est l'inflation qui est le plus préoccupant. Si le besoin s'en faisait sentir, les pouvoirs publics disposent d'ailleurs d'une panoplie de mesures de relance de l'activité économique. Dans cette lutte contre l'inflation, la France n'est pas isolée. États-Unis, Canada, Italie, Grande-Bretagne viennent de prendre des mesures semblables. En tout cas, la hausse du taux de l'escompte a été le principal sujet de conversation avec l'arrêt de mort de la rente Pinet, aujourd'hui à la Bourse de Paris. L'emprunt Pinet aura donc vécu 21 ans. 1952, le trésor public est au bord de la faillite, l'économie française bat de l'aile, la hausse des prix s'accélère. Monsieur Antoine Pinet, ministre des Finances et président du Conseil, décide de lancer son fameux emprunt. Le taux d'intérêt est faible, 3,5% seulement. Mais la rente Pinet bénéficie d'avantages considérables. Elle est indexée sur l'or, elle est exonérée de l'impôt sur le revenu et surtout de l'impôt sur les successions. Cet emprunt, lancé en deux tranches, la première en 1952, la seconde en 1958, connaît un succès inattendu. Il rapporte à l'État 7,5 milliards de francs et 175 tonnes d'or, les petits épargnants en particulier, changeant le métal jaune qu'ils détiennent contre cette rente qui leur paraît être une valeur refuge. Ce succès jouera un rôle essentiel dans le renflouement des finances publiques. Rapidement pourtant, un inconvénient majeur apparaît. Pour échapper aux droits de succession, les héritages sont transformés en rente Pinet au moment même de la succession. Dans les milieux boursiers, on a coutume de dire que l'aïeul est mis en Pinet avant d'être mis en bière. La rente Pinet devient ainsi un véhicule privilégié d'évasion fiscale.
Depuis 1970, pourtant, une loi autorise l'État à rembourser les rentes Pinay détenues par les particuliers. C'est cette faculté que le gouvernement a décidé hier d'utiliser, en même temps qu'il a annoncé le lancement d'un nouvel emprunt, un emprunt de remplacement. Le remboursement de cette rente devrait se faire autour d'une valeur de 250 francs. Il en coûterait ainsi plus de 12 milliards de francs au Trésor public. Le nouvel emprunt ne sera pas bien sûr exonéré de droits de succession. En revanche, son taux d'intérêt sera beaucoup plus élevé que celui du Pinay. En 120 minutes, M. François Sérac, le patron des patrons, a fait le tour de l'actualité. Il a évoqué tour à tour la rentrée sociale, l'affaire LIP, la hausse des prix, les négociations commerciales et monétaires internationales, le problème des travailleurs algériens et bien sûr le budget présenté hier par M. Giscard d'Estaing. Ce budget nous paraît tenir compte d'une analyse de la situation immédiate et à court terme, c'est-à-dire au début de l'année, qui rencontre globalement la nôtre, c'est-à-dire une situation instantanée bonne, globalement bonne, et une situation plus incertaine et peut-être difficile dans le courant de 1974. Je pense que le budget réserve effectivement pour cette période certaines possibilités. De ce point de vue, il faudra regarder de plus près, bien sûr. Nous ne sommes pas éloignés de cette conception. Deuxièmement, le taux de l'escompte. Alors là, je crois qu'il s'agit d'une décision instantanée, répondant à, mettons, un coup de chaleur sur le marché des changes, avec ce qui vient de se passer dans les dernières heures. Je dirais simplement que, de notre point de vue, ça se traduit par un renchérissement, un alourdissement du taux de l'argent, et que, de ce point de vue, on peut craindre que ça ne facilite pas notre politique d'investissement, en rendant les investissements lourds, en particulier, encore plus onéreux qu'aujourd'hui. Sur le plan de la politique sociale, vous avez annoncé votre intention de relancer la politique contractuelle et vous avez indiqué à un certain moment, au cours de votre conférence de presse, les salariés doivent être des super privilégiés, ils ne doivent plus faire les frais des erreurs de gestion. Est-ce que c'est là une des premières leçons de l'affaire LIP? Même si le salarié est sûr de trouver son dû, il faut qu'il le trouve vite, et non pas au bout des procédures de liquidation. Et nous voulons nous porter en avant de telle façon que les liquidations soient rapides, quitte à mettre entre le syndic liquidateur et les salariés un élément qui avancerait les droits des salariés, quitte à les récupérer ensuite. Pour terminer, M. Sérac, vous n'ignorez pas que le gouvernement algérien hier a décidé de suspendre l'immigration des travailleurs algériens en France. Est-ce que selon vous, l'économie française peut se passer de ces travailleurs algériens? Je ne le crois pas dans l'état actuel des choses, mais il ne s'agit pas de renvoyer les travailleurs algériens chez eux. Je pense que la mesure prise par M. Boumedienne rentre dans le cadre, je dirais, de préoccupations politiques plus vastes. Je pense et j'espère qu'on trouvera par conséquent des solutions. Je dis simplement que comme cette décision prend appui sur des incidents dont on a beaucoup parlé, en tant que chef d'entreprise, nous sommes, pour nous, absolument opposés à ce que, sur les lieux du travail, des discriminations puissent s'instituer en fonction de l'origine, de la race, de la religion ou de la couleur. Et en fait, sur les lieux du travail, le nombre des incidents est inexistant ou très faible. Nous veillerons en tout cas à ce que rien ne se détériore dans ce domaine. Sur 1000 salariés étrangers, 277 sont des Algériens. Ils sont 700 000 à travailler en France, 350 000 dans la région parisienne, 100 000 dans la région Rhône-Alpes, 60 000 en Lorraine, 55 000 dans le Nord. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'immigration clandestine. Les travailleurs algériens exercent leur activité surtout dans le bâtiment, les travaux publics et l'industrie chimique. La voirie, le ramassage des ordures emploie 100 000 Algériens. Le reste occupe des emplois de manœuvre dans la sidérurgie et la métallurgie. L'immigration algérienne, la troisième après l'espagnole et la portugaise, est la plus ancienne. 400 000 travailleurs en France à la fin de la Première Guerre mondiale. Après la guerre d'Algérie, elle fait l'objet de négociations entre les gouvernements français et algériens. Les derniers accords prévoyaient l'entrée de 25 000 Algériens en France pour 1973. C'est un certain climat de racisme, dit le gouvernement algérien, qui est à l'origine de sa décision. Il commence à l'occasion de la crise pétrolière entre la France et l'Algérie en 1971. Alger, à l'époque, estimait à 21 tués les victimes de cette violence. Relancée cet été par le meurtre d'un chauffeur de bus à Marseille,
la chasse à l'Algérien recommençait, faisant 9 morts. Du côté des Algériens, une réaction, celle de l'amicale des Algériens en Europe. Un des responsables nous dit pourquoi le président Boumedienne a pris cette décision. La sécurité des ressortissants algériens n'étant plus assurée, il fallait s'attendre que le gouvernement algérien prenne des mesures tendant à obtenir du gouvernement français une sécurité efficace, protégeant les travailleurs algériens qui vivent en France et qui séjournent en France dans les conditions prévues par l'accord bilatéral de décembre 1968. Ce matin, M. Georges Gors devait nous donner la position du ministère du Travail sur cette affaire. Je comprends et je partage l'émotion soulevée par certains incidents profondément regrettables. Je m'élève cependant contre toute dramatisation artificielle de la situation. La France n'a pas de tradition xénophobe. L'État fait et fera tout son devoir pour protéger et ses citoyens et les immigrés qui apportent un concours utile au développement de notre économie. Les décisions du gouvernement algérien, dont j'ignore le contexte, n'appartiennent évidemment qu'à lui seul, et naturellement celles qui touchent à la circulation de ses ressortissants. Ce que je sais, c'est qu'avec l'Algérie, qui a jusqu'ici bénéficié, je dois le dire, d'un régime privilégié d'immigration résultant des accords passés entre les deux gouvernements, avec l'Algérie, nous devions avoir, avant la fin de l'année, une négociation pour le renouvellement ou la modification de ces accords. Laissons donc à la négociation et à l'action sociale que nous menons le soin de régler les problèmes qui peuvent se poser. SNCF, encore des perturbations à prévoir dans le trafic ferroviaire, notamment sur le réseau sud-est. Aujourd'hui, le trafic banlieue a été assuré entre 30 et 50% dans les gares Saint-Lazare et Paris-Invalides. Pour les grandes lignes, quelques trains ont été supprimés. Rappelons que la CGT et la CFDT ont décidé de poursuivre ce mouvement de grève tournante jusqu'à samedi soir. Lip-Besançon, la 9e séance de négociation prévue pour demain, est reportée à samedi. Dans une lettre au syndicat, M. Giraud, le médiateur, a expliqué qu'il entendait ainsi se donner un délai de réflexion supplémentaire. Oui à la maison individuelle, non à un urbanisme sauvage. C'est ce que vient d'annoncer Christian Bonnet, secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. 7 Français sur 10 souhaiteraient habiter une maison individuelle. Pour répondre à cette aspiration, le gouvernement entend aujourd'hui donner une impulsion nouvelle au développement de ce type d'habitation. Effort en matière de prix et de financement. D'autre part, dans les 37 000 agglomérations de moins de 10 000 habitants, priorité sera accordée aux maisons individuelles au détriment de l'habitat collectif. Madame le recteur, oui, c'est un titre que l'on n'avait encore jamais entendu en France. L'émancipation de la femme fait décidément des progrès. Il y avait déjà des femmes ambassadeurs, pilotes, polytechniciennes, PDG. Et depuis aujourd'hui, l'université de Reims est dirigée par une femme, Madame Alice Seyté. Ceci, c'est un voyage, il faudra le voir avec monsieur... Alice Seyté, 48 ans, profession, recteur de l'université. C'est la première fois qu'une femme accède à cette fonction. Quel est votre sentiment? Je n'ai pas de sentiment. Je crois que c'est une fonction qui pouvait aussi bien échoir à une femme qu'à un homme. Mais jusqu'ici, il y a eu peu de femmes professeurs de faculté, très peu de femmes doyens. Vous savez que les fonctions de recteur sont en général accordées à des universitaires qui ont eu une expérience administrative. Et jusqu'ici, il y a eu très peu de femmes qui aient assumer des fonctions de doyen ou de directeur d'UR. Donc, il n'y a rien d'étonnant qu'il n'y ait pas eu de femme recteur. Mais vous êtes tout de même la première. Je suis la première, mais il y en aura beaucoup d'autres après, je suppose. Qu'est-ce que c'est au juste une femme recteur? Une femme recteur, c'est comme un homme recteur. C'est le représentant ou la représentante du ministre de l'Éducation nationale dans une région, c'est-à-dire dans un ensemble de départements. C'est tout. Est-ce que c'est pas plus difficile pour une femme d'accéder au poste de haut fonctionnaire que pour un homme?
C'est plus difficile à cause de la vocation maternelle d'une femme, mais certainement pas à cause de la misogynie des collègues masculins. Pour arriver à ces fonctions, il faut faire des études extrêmement longues, consacrer beaucoup de temps à sa vie professionnelle, et il est évident qu'on concilie difficilement toutes ces exigences avec une vie de famille normale. Il faut une grande puissance de travail. Alors comment avez-vous fait? J'ai la chance de pouvoir me lever de très bonne heure, et pendant des années de ma vie, je me suis levée à 4h30 du matin pour faire ma thèse. 4h30 du matin? Pendant des années, oui. Pour pouvoir m'occuper de mes enfants, de mon mari, de mon ménage pendant la journée, j'étais obligée de travailler tard le soir et très tôt le matin. Et quand mon petit garçon se levait pour aller à l'école, j'avais déjà 2 ou 3 heures de travail derrière moi, dans la tranquillité et le silence. Le résultat de ce travail, le voici. 1958, attaché de recherche au CNRS. 1966, directeur du collège universitaire de Brest. 68, première femme doyen de faculté. 71, directeur de l'UT de Sceaux, vice-président de l'université Paris-Sud. 19 septembre 73, première femme recteur de l'université. Dans l'esprit du public, une femme haut fonctionnaire, directeur de cabinet et maintenant recteur, n'est pas tout à fait, si vous me le permettez, une femme comme les autres. On a parfois l'impression qu'elle est un peu moins féminine. Je ne suis pas de votre avis. Tenez, il y a quelque temps, j'ai rencontré mademoiselle Marie-Madeleine Dienesch à l'ambassade de France à Abidjan. Elle portait une ravissante robe du soir avec une élégance et un charme des plus féminins. Et votre directrice, madame Jacqueline Baudrier, me semble parfaitement féminine. Si j'osais, je dirais qu'on voit mal les femmes hauts fonctionnaires faire la cuisine, s'intéresser à la mode. Mais j'adore faire la cuisine. Tous les dimanches, je fais des gâteaux pour mes fils et je fais des dîners pour mes amis. Mes amis vous diraient que j'invente des petits plats qui sont généralement réussis. Et j'aime flâner dans les boutiques. J'aime courir les soldes des grands couturiers, comme toutes les femmes, quoi. Bref, une femme comme les autres. Une femme comme les autres. Quand je ne suis pas au travail. Vincent Rotinac, 84 ans. Depuis 36 ans, il est conseiller général. Son chef-lieu de canton, Neuvy-Saint-Sépulcre. Une commune de 2000 habitants, un canton typiquement rural. Il est plus facile de rester conseiller général longtemps dans un canton rural que dans un canton urbain, parce que les gens sont plus attachés à leurs représentants, parce qu'ils les connaissent bien, parce qu'ils ont des contacts plus fréquents avec leurs représentants. Pour un conseiller général rural, un certain nombre de problèmes se posent, différents de ceux auxquels sont confrontés les élus des villes. Eh bien, les préoccupations particulières d'un conseiller général rural, c'est d'abord l'entretien de la voirie départementale qui est considérable dans notre département. Je crois que nous sommes un des départements de France qui ont le plus de routes départementales à sa charge. Et puis l'adduction en eau potable dans les écarts, car les gros bourgs sont déjà alimentés. Nous sommes actuellement en train d'alimenter les écarts de Neuvy et de Cluy. À la fin de 1974, le canton s'alimentait à 100%. Et maintenant, dans ces cantons ruraux, on cherche de plus en plus à installer des entreprises qui font travailler les enfants des campagnes sur place. Cela pour éviter qu'ils s'en aillent à la ville. Cela pour éviter qu'ils aillent à Paris d'abord, une perte considérable, et puis même à Châteauroux, qui grandit, mais au détriment des cantons ruraux. Alors est-ce que c'est un problème pour un conseiller général de trouver des entreprises? C'est un problème important. C'est un problème difficile et que nous venons les uns et les autres avec des moyens réduits. Comment, par exemple, avez-vous fait, vous, à Neuvy-Saint-Sépulcre? Eh bien, mais je ne veux pas vous le dire tout à fait parce que ce n'est pas terminé, mais nous avons l'espérance que bientôt nous aurons une entreprise à Neuvy-Saint-Sépulcre. Il y en a déjà. Il y a une fabrique de chemises qui doit employer 120, 150 dames et des tuileries qui emploient aussi un personnel assez nombreux. Et avec ça, vous arrivez à fixer la population C'est pas suffisant. Il faut une nouvelle entreprise qui donne des emplois masculins dans les communes avoisinantes, dans les communes du canton. Alors comment fait le conseiller général pour essayer de les trouver, cette entreprise? C'est la dérelation et s'en sert.
Retenir les jeunes, c'est une tâche importante. Mais s'il faut du travail, il faut aussi des classes pour les enfants de ceux qui restent. Or, nombre d'entre elles ont été supprimées, qui n'abritaient plus que 3 ou 4 élèves. On a donc regroupé les enfants, et un autre problème s'est posé, le ramassage scolaire par quart. Un ramassage scolaire dont la mise en place dépend aussi du conseiller général. Le conseiller général de son canton rural connaît tous les gens. Il fréquente les foires, les marchés, toutes les communes, les petits rassemblements qui se font par commune, les fêtes populaires. Est-ce que vous connaissez à peu près tout le monde dans votre canton? Je devrais connaître tout le monde. J'en connais beaucoup. Je crois que tout le monde me connaît. C'est là l'une des particularités d'un conseiller général rural, c'est que bien plus qu'en ville, il est le véritable trait d'union entre monsieur tout le monde, les élus locaux et les diverses administrations. La question a été posée ce matin, 13 jours après la mort de la petite Céline. Le 75e congrès de chirurgie a été le lieu d'un débat animé entre praticiens adversaires et partisans de la transplantation cardiaque. Ces greffes sont-elles utiles aux malades? Le procédé est-il au point? Faut-il continuer? Le professeur Cachera répond oui. Il a fait 3 greffes avec le professeur Dubost, qui lui, de son côté, pense qu'il faut maintenant s'arrêter. Le bilan des greffes cardiaques, vous le savez, s'établit à l'heure actuelle à quelques 230 greffes cardiaques pratiquées dans le monde aujourd'hui par une cinquantaine d'équipes chirurgicales, parmi lesquelles on a compté les chirurgiens les plus connus et les plus en vue. Sur ces 230 greffes pratiquées, les survivants à long terme se chiffrent aujourd'hui à quelques 18% de survivants, si je ne me trompe pas, à la 3e année. Voilà, je crois, un bilan qui n'est pas décourageant et en dépit de toutes les difficultés, de toutes les inconnues qui demeurent en matière de transplantation cardiaque, je pense qu'à l'heure actuelle, la poursuite des greffes cardiaques est une chose qui n'a jamais été discutée par personne. Vous savez que les greffes cardiaques se sont arrêtées dans le monde il y a à peu près 3 ans, non pas à la suite de la décision de tel ou tel homme qui n'aurait pas été possible à l'échelon mondial, mais bien plutôt à la suite d'une sorte de consensus de l'ensemble des chirurgiens cardiovasculaires qui ont été, après la flambée enthousiaste initiale, quelque peu désappointés par le taux de survie à moyen terme qu'ils observaient. Et c'est ainsi qu'après un congrès qui s'est tenu à Montréal en 1969, la majorité des chirurgiens cardiovasculaires du monde, sinon tous, ont progressivement ralenti leurs indications, puis arrêté de façon provisoire. Et seule l'équipe de Shumway, aux États-Unis, a, comme vous le savez, poursuivi, soutenue par un fonds de recherche public. À l'heure actuelle, ce que je voudrais vous préciser, c'est qu'il n'y a en France absolument aucune hostilité à l'égard de la greffe cardiaque. Il y a des progrès à faire, non pas tellement dans la technique chirurgicale, qui est bien là au point, plutôt dans le domaine de l'immunologie et dans le domaine des traitements post-opératoires. En admettant que le problème du rejet soit définitivement réglé dans les années à venir, combien de patients seraient justiciables en France chaque année d'une transplantation cardiaque? Écoutez, il est difficile de répondre avec précision à cette question, mais une enquête récente a montré que ce chiffre s'établissait entre 5 et 10 000 malades à peu près. Vous voyez que c'est un chiffre assez considérable. C'est dire que la greffe cardiaque, une fois parvenue à l'échelon d'une méthode thérapeutique, nécessitera une vaste infrastructure à travers la France qui mettra à contribution tous les grands centres cardiovasculaires, non seulement ceux de Paris, mais ceux de Bordeaux, de Marseille, etc., qui ont montré d'ailleurs leurs compétences dans ce domaine. Oui, c'est une première pour cette année. À 63 ans, Jean Anouilh n'avait en effet presque jamais parlé à la télévision. Il était sûrement le seul auteur vivant dans ce cas. Qu'est-ce qu'il a décidé à venir nous parler? Eh bien, une de ses pièces, Le Voyageur sans bagages, est reprise au Théâtre des Mathurins à Paris avec Daniel Hivernel comme principal interprète. Une pièce importante pour lui, c'est pourquoi il va maintenant vous la présenter. Le Voyageur sans bagages sous les traits de Daniel Hivernel revient 36 ans après au Théâtre des Mathurins à Paris. Cette pièce devait révéler un jeune auteur, Jean Anouilh. Elle nous révélera aujourd'hui encore le dramaturge que l'on connaît
et l'homme que l'on connaît moins puisqu'il accepte pour nous et pour le voyageur sans bagage de faire face à la caméra pour la première fois. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de particulièrement émouvant pour vous de revenir dans ce théâtre après 36 ans? Ben oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez troublant parce que j'étais un assez jeune homme, enfin, et j'ose pas dire, c'est pas la peine de donner des dates, mais j'étais un très jeune homme et j'avais pas encore eu cette émotion que j'ai eue là au contact de Peter Eiffel, là, de me retrouver là, ça me touche beaucoup. J'ai pas assisté aux répétitions, c'est pas moi qui mets en scène pour la première fois depuis très longtemps, mais je suis venu 2 fois là et c'est un effet troublant. Il y a quand même quelque chose que j'avais envie de savoir, c'était si dans vos pièces de théâtre, il y avait une pièce, par exemple, plus chère à votre cœur. Ah oui, moi, il n'y en a qu'une où je me suis vraiment amusé. C'est une pièce qui a fait un scandale à l'époque. Après, on l'a reprise. C'est Beatles, pauvre Beatles. Là, j'étais très content. J'étais très content parce que ça a été bien, quoi. Je suis sorti du théâtre dans la voiture de Jameau avec des gens qui tapaient à coups de canne sur la voiture, qui n'étaient pas blindés, mais enfin, je m'en suis tiré. Moi, j'écris des pièces parce que j'écris une anecdote qui m'amuse, et puis si elle a un sens, tant mieux, si elle n'en a pas, tant pis. Mais vous lisez des fois ce que les gens écrivent sur vous et sur votre théâtre? Oui, mais pensez bien que le théâtre, on finit par y aller. Mais maintenant, je ne lis plus les mauvais. Je suis devenu vieux et sage, alors je dis, dites-moi les bons, puis j'achète les bons. Puis comme je ne vis pas à Paris, c'est très facile. On ne trouve pas toujours les journaux, ou alors on passe devant le kiosque, on dit je m'en fous, j'achète pas. Alors, et la télévision? Je sais pas, j'en ai pas. Je la vois pas. Ça disparaît tout de suite, de toute façon. Ah oui, mais ça marque les gens, parce que les visages marquent. Les gros plans, la télévision, vous comprenez bien que c'est... On regarde qu'au lit, de si près. Il n'y a que les gens avec qui on couche qu'on regarde de près comme ça. Avec la télévision, le visage en gros plan, on ne peut pas mentir. Le coin de la bouche, le coin de l'œil, ça ment pas. Pour nous, là, vous avez un peu souffert? C'est quasiment ma virginité que je donne aujourd'hui, un peu tard. Une virginité un peu flétrie, mais c'est ma virginité, j'ai pas donné. Jean Anouilh parlait de voyageurs sans bagages. Ce journal est terminé. Prochaines informations vers 23h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.